Au programme à présent, la diplomatie, l'argent et puis le sport un petit peu quand même. Tout sera mélangé comme d'habitude avec Donald Trump au cours du tirage au sort du Mondial 2026. Et oui, c'est de lui dont on parle à présent. Ça va se passer à Washington, au Kennedy Center. Et on en parle avec nos invités. Grégory Naboulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service des sports de France Télévisions. Bienvenue sur ce plateau. On accueille également Julien Froment. Bonjour. Vous êtes journaliste à la direction des sports de Radio France. On est ravis de vous recevoir tous les deux, en présence également toujours d'Alban Mikosi. Je suis resté, j'adore le foot. Qui adore le foot et la géopolitique, car il en est question bien sûr aussi dans un événement planétaire auquel vont participer 48 pays, des matchs organisés dans 3 pays à la fois, le Canada, le Mexique et bien sûr les États-Unis. Alors le but de tout ça, est-il encore le sport ou bien de faire marcher et de faire bien tourner la machine à cash ? En tout cas, c'est l'autoproclamé roi du deal, Donald Trump, qui va donc présider à ce tirage au sort et ça promet forcément du spectacle. Figurez-vous bien évidemment que des records sont déjà battus. Écoutez. Je peux vous annoncer que nous avons vendu plus de billets que n'importe quel autre pays au monde à ce stade. Et je pense que nous avons probablement battu tous les records. Vous n'avez jamais rien vu de tel en termes de vente de billets. Je me suis fait beaucoup d'ennemis en disant aux gens « Désolé, je ne peux pas vous avoir de billets ». Alors 48 équipes, des matchs sur 3 pays, à quoi ça rime encore ? Est-ce qu'on a définitivement perdu tout sens de la mesure, Grégory Naboulet ? C'est une bonne question. Ce qui est sûr, c'est qu'on est au pays de la démesure, avec Donald Trump qui va polariser cette Coupe du Monde de foot. 3 pays, pourquoi pas, parce que c'est difficile pour des pays d'organiser seuls des Coupes du Monde maintenant. Donc l'idée, c'est aussi, est-ce que le Mexique aurait pu organiser seul la Coupe du Monde ? Certainement pas. Donc l'idée de le faire avec les États-Unis et le Canada, c'est peut-être une bonne idée. Après, on a l'impression qu'il y en a un des 3 qui va clairement voler la vedette aux autres. Lequel ? Au hasard. Au hasard. Les États-Unis. Est-ce qu'il y a encore quelque chose de vraiment populaire dans cette Coupe du Monde ? On va en parler aussi, le prix des billets. Ce sera un frein gigantesque. Le prix des billets qui a été multiplié quasiment par 4 pour certains événements. Julien Froment ? Oui, de toute façon, la FIFA, c'est pas une entreprise philanthropique. Il faut aussi savoir de qui on parle. Elle est là pour faire de l'argent. Les États-Unis aussi. Donc voilà, clairement, cette Coupe du Monde sera une Coupe du Monde qui va coûter cher, très cher aux supporters qui vont vouloir y assister. Vous l'avez dit sur le prix des billets. Je crois que les billets les moins chers, c'est $60. Et encore, c'est un quart de tiers de cinquième de virage du stade. Il y aura très peu de place à ce prix-là. Les billets sont quasiment à $300, $400 pour assister à un match de groupe. Donc voilà, oui, cette Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde, vous l'avez dit, de la démesure et surtout économiquement, quoi. Ouais, c'est la Coupe du Monde aussi, de Donald Trump, par la force des choses, très clairement. Alban Mikosi, on va parler beaucoup de lui. C'est lui qui va présider à ce tirage au sort à 18h. On n'est pas là pour aborder l'aspect sportif, on l'a bien compris, mais tout ce qui va se passer autour, y compris en termes de diplomatie autour de cette rencontre. Bon, Alban, premier constat, on a 48 pays, dont des pays assez indésirables pour le président américain. On a l'Iran. On a Haïti qui sans doute d'autres qui ne sont pas encore qualifiés, mais qui ne sont pas exactement les bienvenus aux États-Unis. Alors, Donald Trump a pris, vous savez, un arrêté qui interdit 19 pays d'avoir accès au territoire américain. Parmi ces pays, il y a l'Iran, il y a Haïti. Donc là, il y a au moins un problème. Et Donald Trump a résolu la question en disant non, mais les équipes auront le droit de venir, c'est encore heureux, et les entraîneurs aussi. En revanche, ils n'auront pas de supporters. Donc vous voyez d'ores et déjà un tri qui va être ordonné par l'administration américaine entre les supporters qui auront le droit d'accéder au match et ceux qui n'auront pas le droit d'accéder au match. Ça, c'est déjà un premier problème. Et puis, puisque j'y suis et puisque j'ai la parole, tout à l'heure, vous assisterez à cette cérémonie dans laquelle la FIFA va remettre un prix à Donald Trump. Un prix. Moi, j'ignorais que Donald Trump était arrière-gauche dans l'équipe nationale des États-Unis, ou arrière-droit plutôt d'ailleurs. En fait, on se demande à quel titre Donald Trump obtient un prix de la FIFA. Même Vladimir Poutine, et j'y étais à l'époque, à l'organisation de la Coupe du Monde en Russie, même Vladimir Poutine n'avait pas exigé d'obtenir un prix de la Fédération internationale de football. Tout est mélangé. La politique est partout, l'argent est partout. Un prix de quoi ? C'est une Coupe du Monde qui est très éloignée. Un prix de la paix.
Oui, parce que comme il n'a pas eu son prix Nobel de la paix, la FIFA a inventé un prix de la paix et va remettre le prix de la paix de la Fédération internationale de football à Donald Trump. Je ne sais même pas si on peut parler de la FIFA, Alban, c'est plutôt Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui a presque sorti du chapeau ce prix. Il y a beaucoup de membres de la FIFA qui ont découvert l'existence de ce prix par communiqué de presse. Donc c'est vraiment, ça symbolise ce que les Américains appellent la bromance entre Donald Trump et Gianni Infantino, le patron de la FIFA. Vous voyez au milieu de l'image, on voit ici il sait le brosser dans le sens du poil, on va dire. Il joue son rôle, le rôle qui sait le mieux jouer, c'est le rôle du courtisan. Il l'a fait avec Vladimir Poutine en 2014, il joue au foot avec lui dans son bureau, il l'a fait avec l'émir du Qatar, il le fera bientôt avec l'Arabie Saoudite. Là, il le fait avec Donald Trump parce qu'il sait qu'il a un intérêt à gagner, notamment économique. Est-ce qu'on est si loin des relations internationales, de la façon dont elles fonctionnent finalement avec Donald Trump aujourd'hui, Alban Non, regardez, on est dans le bureau de la Maison-Blanche, là il est à la Coupe du Monde. Ce qui est un privilège, attention. Ce qui est un privilège, théoriquement, la Coupe du Monde, c'est quand même pour le capitaine et l'équipe qui gagne. Les vainqueurs, oui. Voilà, Donald Trump donc, a dû gagner quelque chose qui nous a échappé. Moi, je m'interroge quand même beaucoup. Effectivement, c'est une Coupe du Monde qui théoriquement est organisée par 3 pays. Il y a un seul président qui reçoit ce prix de la paix. Pourquoi la présidente mexicaine, qui d'ailleurs sera présente ce soir, pourquoi la présidente mexicaine ne reçoit pas un prix, elle aussi? Pourquoi Mark Carney, le Canadien, ne reçoit pas un prix? Voilà, pourquoi? La réponse... Mais j'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? On va revoir une scène qu'on entreaperçoit depuis tout à l'heure, le moment où Gianni Infantino, justement, lui permet de toucher la coupe. Il lui dit, vous êtes un gagnant, Donald, vous avez le droit de la toucher. C'était en août dans le bureau ovale, regardez. Nous avons également apporté ceci, le trophée du vainqueur. C'est le trophée remis au vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA. Seul le président de la FIFA, les présidents des pays participants et le vainqueur lui-même peuvent le toucher. Car il est réservé aux vainqueurs. Et puisque vous êtes vainqueur, vous pouvez bien sûr le toucher, vous aussi. Il est assez lourd, c'est le trophée du vainqueur. Le dernier à l'avoir soulevé est Léo Messi, Lionel Messi d'Argentine. Et le voici dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Je peux le garder? Comment c'est perçu ça par les supporters de foot, ce genre de scène, cette mise en... Ça peut être considéré comme une mascarade, tout simplement. Ouais. Après, c'est le président le plus puissant du monde face au président de fédération aussi le plus influent et le plus puissant du monde. Gianni Infantino, c'est comme si c'était un chef d'État, en fait. Il a quasiment les mêmes attributions, les mêmes pouvoirs. C'est le seul, peut-être, président, justement, d'une fédération internationale sportive qui peut se présenter dans le bureau ovale et faire... tout ce décorum avec Donald Trump. Est-ce qu'il y a le sentiment parmi les supporters de foot, justement aujourd'hui, pardonnez-moi la vulgarité de l'expression, mais qu'il n'y a que le fric qui compte et que c'est finalement le foot, la Coupe du Monde, ça devient juste une machine à billets, le règne de l'argent. En optant pour les États-Unis, de toute façon, bien évidemment que le prisme de l'argent et de l'économie est le prisme majeur. La FIFA, si elle s'intéresse, elle organise cette Coupe du Monde aux États-Unis et plus tard en Arabie Saoudite, c'est parce que ce qu'elle cherche, c'est à faire de l'argent, tout simplement. Et là, c'est sûr qu'avec les États-Unis, elle est comme chez elle, entre guillemets, pour remplir ses caisses, quoi. Mais est-ce que justement, il y a cette impression que ça se fait au détriment du supporter de foot? Parce que ça devrait être un événement populaire, accessible à tous, cette Coupe du Monde. Le principe de neutralité de la FIFA, là, il disparaît totalement sur cette image-là. Logiquement, il n'a pas à prendre position. Il a quand même tenu des discours où il dit que Trump est un formidable président. C'est pas son rôle de faire ça. Donc, les supporters, même des pays dont Alban parlait, qui sont en conflit ouvert avec Donald Trump, pourraient être choqués par ce genre de choses. Mais bon, c'est le football, ça fait partie du spectacle peut-être? Oui, on va dire ça. Bonjour Renan Evin, merci d'être avec nous en direct sur France Info. Vous êtes directeur exécutif de l'association Football Supporters Europe. Alors je vous retourne la question, si vous l'avez entendu, vous prenez tout ça comment? Alors malheureusement, on ne vous entend pas, Ronan. On va vous laisser remettre le son de votre ordinateur. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la petite surprise qui attendait les supporters de foot, qui se sont dit tiens, si on allait faire un tour en Amérique pour cette Coupe du Monde, et qui ont commencé à regarder les billets sur Internet. Alors les billets pour accéder au stade, mais pas seulement, pour les hôtels aussi. On vous rappelle qu'en partie c'est organisé aux États-Unis, bien évidemment. Business is business. Regardez ce sujet de Franck Genozo. Assister à une finale de Coupe du Monde, à quelques encablures des gratte-ciels de New York. Ce rêve, des milliers de supporters de l'équipe de France le partagent. Pourtant, la réalité des prix pourrait très vite les refroidir. 700, 600, 600, 600 pour une nuit, très bien.
pourrait presque trouver des meilleurs prix d'avion aller-retour Paris qu'une nuit d'hôtel à Manhattan. Le logement, les transports, la nourriture et bien sûr les tickets, ces fans qui ont déjà suivi plusieurs Coupes du Monde ont fait leurs calculs. 15 000 € pour une personne pour 3 semaines, on commence à avoir des très très bonnes vacances. Peut-être sur une durée un peu plus courte et on ne fera pas l'intégralité de la compétition et on manquera une petite partie de certains matchs de l'équipe de France. Car cette Coupe du Monde est annoncée comme la plus chère de l'histoire pour les supporters. Avec ces stades répartis sur 3 pays, les déplacements seront longs et onéreux. Et les prix des places se sont envolés. Pour assister à un quart de finale en catégorie 3, vous déboursiez 140 € il y a 11 ans au Brésil. Cette année, il vous en coûtera 622 €, soit 4 fois plus cher. En cause, le système de tarification dynamique en place aux États-Unis, où le prix des tickets évolue en fonction de la demande. Mais l'achat des places ne sera peut-être pas le principal problème des supporters, car il faudra d'abord se loger. À 2 pas de l'emblématique Times Square à New York, cet hôtel se prépare à accueillir des centaines de supporters. Imaginez des drapeaux partout. Et on remplacera peut-être ces plantes par de grands ballons. Pourquoi pas? L'établissement a rénové une partie de ses 228 chambres. En période creuse, le prix démarre à 100 € la nuit, mais durant la compétition, les tarifs vont considérablement évoluer. 400 $, 600 $, ou peut-être 1000. Si je propose cette chambre incroyable en dessous du prix que les gens sont prêts à mettre, alors je fais peut-être une erreur. Pour alléger le budget, la Fédération française devrait prochainement proposer aux associations de supporters des billets à tarifs plus accessibles. Mais pour les autres, il faudra à coup sûr casser sa tirelire. Pour espérer s'asseoir dans ce stade le soir de la finale, il faudra débourser entre 2 000 et 8 000 $, ce qui pourrait faire de ce match-là l'un des plus chers de l'histoire du sport. Voilà, le soccer dans le temple du football américain. Évidemment, le décor sera un peu différent. Ronan Evin, on vous a retrouvé et vous avez retrouvé le son. On rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'association Football Supporters Europe. Bon, quand on voit ça, quand même, les coups s'empilent les uns sur les autres. Ça va être quand même difficile pour les supporters français d'y aller à cette Coupe du Monde. Bonjour, effectivement, ça s'annonce très difficile. Les coûts ont toujours été élevés pour une Coupe du Monde aux États-Unis, du fait des distances, du fait des transports, du fait du coût de la vie aux États-Unis. Malheureusement, la FIFA a fait le choix d'augmenter les tarifs de manière très importante sur le seul prix, le seul coût de voyage qu'elle contrôle, qui sont les billets. Donc aujourd'hui, il y a des supporters en France, mais aussi partout dans le monde, qui se posent la question de savoir s'ils ont la capacité financière d'assister à la Coupe du Monde. On est sur des tarifs au bas mot, autour de 5 000 € pour l'intégralité de la compétition, si votre équipe va jusqu'à la finale. Et puis aussi beaucoup de gens qui se demandent si les conditions d'accueil, d'organisation, d'entrée dans le pays leur permettront d'être en sécurité. Donc on est aujourd'hui dans une phase un peu d'attente, de stand-by. Il y a très peu d'informations de la part de la FIFA et malheureusement, il va falloir se décider très très rapidement pour les supporters qui veulent profiter des places mises en vente via les associations participantes comme la FFF. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Pardonnez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire sur les questions sur l'accueil, sur la possibilité de rentrer sur le sol américain ? J'ai bien compris ce que vous vouliez dire ? Oui, effectivement. Alors nous, Français, Européens, on a la chance de ne pas être soumis à des visas. Néanmoins, des questions qui vont se poser sur la doctrine sécuritaire de la compétition. Qu'est-ce qui sera autorisé, qu'est-ce qui ne sera pas autorisé ? Quelles seront les différences entre les différents États ? On a des stades sur lesquels on aura plusieurs forces de police qui interviendront du fait du fonctionnement de la police aux États-Unis. Il y a très peu de communication de la part des autorités fédérales ou de la FIFA sur les conditions de sécurité. Est-ce que les gens seront arrêtés ? Pourquoi ? Est-ce qu'ils seront déportés ? Est-ce qu'ils seront jugés aux États-Unis ? Et évidemment, il y a un environnement général de restriction des libertés fondamentales aux États-Unis qui n'est pas rassurant. Et puis, pour la moitié du monde, eh bien, on est sur le premier tournoi depuis au moins 2010 où les conditions d'entrée dans le pays pour la moitié du globe sont très très complexes. Oui. La FIFA a annoncé un système de passe rapide pour obtenir un visa pour un certain nombre de pays qui sont soumis à cette obligation. Il y a très peu de clarté aujourd'hui sur quelle est la réalité de ce process. Mais si je comprends bien, Ronan Evin, vous avez peur que des supporters lambda français qui se présentent
qui se présentent à l'immigration à l'arrivée de leur vol aux États-Unis soient refusés l'entrée, parce que c'est vrai qu'il y a eu des incidents, Alban Mikosi, depuis l'inauguration de Donald Trump, de gens qui se voient surveiller leurs réseaux sociaux et interdire l'accès. À deux scientifiques français qui sont restés à l'aéroport parce que l'administration américaine a regardé dans leurs publications sur les réseaux sociaux et estimé, au moins pour l'un d'entre eux, qu'il était anti-Trump, pour le deuxième qu'il était carrément anti-américain, et à ce titre-là, ils n'ont pas pu rentrer aux États-Unis. La question peut se poser, effectivement, de savoir si des supporters français qui auraient exprimé publiquement des opinions ou des journalistes, ou des journalistes. Vous avez surveillé vos réseaux sociaux tous les deux. De toute façon, quand on fait la demande de visa, ils nous demandent justement nos réseaux sociaux. Ça fait longtemps, oui. Mais peut-être aussi pour vérifier ce qui maintenant c'est réellement examiné. Ces deux scientifiques français en sont la preuve. Ouais, vous allez donner des conseils justement aux membres de votre association, Renan et Vin, d'aller regarder un peu ce qu'ils ont posté au cours des dernières semaines, des derniers mois sur Donald Trump. Non mais sérieusement, concrètement, vous y réfléchissez? Malheureusement, on n'a pas l'intention de conseiller aux gens de limiter l'utilisation de leur liberté fondamentale. La question, c'est la responsabilité de la FIFA, qui est l'organisatrice de ce tournoi, qui est l'interlocuteur principal des autorités fédérales américaines, et c'est à elle de mettre en place des mesures de sauvegarde. Au-delà de ça, on a un slogan de la FIFA qui est censé unifier le monde. La réalité, c'est qu'entre le prix des billets et les difficultés d'entrée aux États-Unis, on est sur la Coupe du Monde la moins ouverte, la moins inclusive de l'histoire moderne du tournoi. Des pays entiers, des continents entiers ne vont pas pouvoir rentrer aux États-Unis pendant le tournoi, et c'est une vraie première. Ouais, 19 pays, Alban, dont 2 qui participent à la compétition. On disait tout à l'heure au moins 2. Je ne suis pas un spécialiste de football, mais pour me dire, il y a encore des barrages qui ne sont pas encore qualifiés. Il y a des potentialités que ça arrive jusqu'à 4 voire 5 pays. Ouais. La FIFA pourrait faire quelque chose sur ce plan, et quoi? Ça relève vraiment de l'État américain pour le coup. Pardon? Ils n'en donnent pas l'impression pour l'instant. Oui. Gianni Infantino se plie aux règles imposées par Donald Trump. Après, attention, il y aura une vérité, ça sera le taux de remplissage des stades. On l'a vu l'an passé avec la Coupe du Monde des clubs. Ils ont eu d'énormes problèmes à remplir les stades. Alors bien évidemment, une Coupe du Monde des clubs, c'était la première édition sous ce format-là. Ça n'avait rien à voir avec la Coupe du Monde, mais ça donnait quand même un petit peu le ton de l'intérêt, en tout cas de la population américaine, pour cette compétition. Et il y a quand même des stades. Il faut que le public puisse venir de l'étranger. Sinon, on donnait les billets pour remplir ces stades. Donc là, l'interrogation, c'est de savoir, est-ce que sur cette Coupe du Monde, si il y a un quart de la population mondiale, enfin en tout cas des pays qui ne peuvent pas assister à cette Coupe du Monde, est-ce que les Américains, eux, vont aller, je sais pas moi, voir Curaçao, Serbie, je ne sais quel match, un match entre guillemets lambda de la Coupe du Monde? Il y aura des ajustements. Parce que vous soulevez un problème alors. La participation de Curaçao, qui préoccupe qui amuse particulièrement Alban. Curaçao, encore une fois, j'ai rien contre Curaçao. Non, vous aimez beaucoup, d'accord. Qu'il puisse accéder à la Coupe du Monde. Bien sûr. J'y suis personnellement jamais allé. La chose, moi, qui attire mon attention, mais je parle sous votre contrôle, lorsqu'il y a eu la Coupe du Monde de football en France, il y avait eu 64 matchs en tout, du début à la fin. Là, on passe quand même à 104 matchs, parce qu'il y a tellement d'équipes qualifiées. 16 en plus, tellement de matchs. Donc voilà, il y a 104 matchs. C'est 16 équipes de plus que lors de la dernière édition. Avant, c'est 48. D'accord. Et la raison, elle est purement financière, plus de matchs, plus d'argent. Pardon de poser la question comme ça. La version officielle, c'est la FIFA veut ouvrir la Coupe du Monde au plus grand nombre. Et c'est... En un sens, c'est vrai, puisqu'on prend l'exemple de Curaçao, un pays confetti de 160 000 habitants qui se retrouve à disputer la Coupe du Monde. Ça fait partie des côtés positifs de cet élargissement de la Coupe du Monde. Après, bien évidemment, comme on l'a dit précédemment, la FIFA n'est pas une entreprise philanthropique. Derrière, c'est plus de revenus, plus de matchs. Et, on va avoir des matchs avec des différences de niveau assez spectaculaires à certains points de la compétition. La compétition ne sera pas forcément intéressante dès les phases de poule. La France, on connaîtra soit leur groupe, ils vont affronter des équipes très faibles. Il n'y aura pas forcément beaucoup de spectacles. Après, la Coupe du Monde, de fait, se vend bien aussi à la télé. Ce qui compte pour la FIFA, c'est les droits télé. En France, c'est M6 qui va diffuser la télévision. Ils sont quasiment sûrs de faire entre 10 et 25 millions de téléspectateurs en fonction des matchs joués par l'équipe de France. Donc c'est un produit qui se vend bien encore, et c'est ça qui fait la richesse de la FIFA. Mais pour Serbie-Curaçao, donc qui va le diffuser ça, surtout s'il est à 3h du matin avec le décalage horaire, effectivement, là, j'essaierai de le regarder. C'est pas encore fait. Tirage au sort à 18h, on le rappelle. Renan et Vin, on parlait de cette difficulté potentielle
on l'a bien compris, d'accès des supporters. C'est vrai que c'est une préoccupation. Bon, l'autre préoccupation, c'est les tarifs. Alors, on entendait dans ce sujet, effectivement, que certains prix de billets ont été multipliés par 4 pour un quart de finale, par exemple, par rapport à la précédente Coupe du Monde, et que la FFF pourrait, dans une certaine mesure, aider les supporters. Ça veut dire que la FIFA fixe librement ses prix et les multiplie par 4 si elle le veut, et après, c'est éventuellement aux fédérations nationales de se débrouiller pour aider leurs supporters. Alors, je ne crois pas que la FFF compte financer une partie des billets. Ce qui se passe, en revanche, c'est que 8% de la capacité du stade revient aux deux équipes. Donc 16% au total revient aux deux équipes qui s'affrontent. Donc si la France joue contre Curaçao au premier tour, 8% de chaque côté reviendront aux fédérations concernées. Ces places ne sont pas soumises à la tarification dynamique, contrairement au reste du stade. Donc ça restera des places à prix fixe, qui sont les prix que vous avez présentés dans le reportage précédemment. En revanche, le reste du stade, donc les 84% qui restent, sont soumis à la tarification dynamique. Et donc c'est là que les prix s'envolent. C'est là aussi que les prix s'envolent à la revente, puisqu'il n'y a pas de prix maximum à la revente. Donc on voit des places qui circulent à 45 fois la valeur faciale actuellement. Et ce qui pourrait se passer également, c'est que des billets pourraient aujourd'hui être très chers, 300, 400, 500 $ pour les matchs de la phase de poule. Et s'il s'agissait d'un match avec peu d'intérêt, il pourrait ensuite descendre jusqu'à 20 $, comme on l'a vu pour la Coupe du Monde des clubs. Donc en créant des inégalités entre des gens qui sont assis dans le même stade, vous pouvez vous trouver à côté de quelqu'un qui a payé 20 fois plus ou 20 fois moins que... Et à cela, il faut ajouter que la FIFA, bien évidemment, dans sa grande mensuétude, prend 15% sur le vendeur et 15% sur l'acheteur, sur la plateforme de revente. Ah oui, effectivement, ouais. Il n'y a rien que puissent faire les fédérations nationales pour dire à la FIFA arrêtez. Enfin, il y a un moment, c'est plus possible. On va aller jusqu'où? Enfin, la prochaine Coupe du Monde, on est à des billets. En Arabie Saoudite, la prochaine. Non, c'est Espagne, Portugal, et ensuite Arabie Saoudite. Ouais. Après, les fédérations sont affiliées à la FIFA, donc c'est un peu comme dire à son... Oui, mais enfin, elles ont peut-être des retours plus directs de leurs adhérents et plus de contact aussi avec le mécontentement des fans de football. La finalité aussi, c'est que l'argent qu'amasse la FIFA, elle redistribue cet argent. Par exemple, la FIFA a déjà annoncé qu'il y avait 300 millions d'euros qui allaient être redistribués aux clubs dont les joueurs participent à la Coupe du Monde. Donc voilà. J'ai du mal à imaginer les fédérations dire... J'ai pensé un instant que c'était pour des projets humanitaires et de développement du monde. Non. Et donc on a du mal à imaginer les fédérations dire à la FIFA faites moins d'argent, parce que mécaniquement, ça sera de l'argent en moins qui sera reversé aussi à ces fédérations. Oui. C'est 7,5 milliards de recettes, je crois, sur la dernière session 2019-2022, la FIFA, et là, ça va être multiplié parce que... Tant que les billets se vendent, on va dire. Voilà, on verra aussi à quel point les stades sont remplis ou pas. Dernier point, parce qu'on parlait effectivement de ce moment où la géopolitique rencontre le sport, avec cette interdiction des supporters iraniens et haïtiens de rentrer sur le sol américain. Mais Alban, c'est pas tout. Il y a la politique américaine aussi qui s'invite dans cette Coupe du Monde. Pourquoi ? Parce que Donald Trump a déclaré très dernièrement, et on va voir ce qu'il a dit, que dans ces villes démocrates qui, selon lui, échappent à tout contrôle, et on pense notamment à Los Angeles, pourquoi pas annuler l'organisation des matchs sur place. Les stades ont été construits quand même, pour l'organiser dans d'autres villes plus sûres. La sécurité sera assurée pour le mondial. Si je juge qu'elle ne l'est pas dans certaines villes, nous déplacerons des matchs dans d'autres villes. Bon, ça c'est de la menace en l'air. Oui, c'est un petit peu dans la parole verbale pour l'instant, parce que se déplacer au dernier moment, c'est arrivé une fois. C'était le Mexique, qu'il y avait eu un tremblement de terre. Il faut un argument. Donc, on va dire que dans un cas de force majeure, il va de soi que d'autres villes pourraient accueillir finalement d'autres matchs. Mais prendre la décision, je juge qu'aucun match n'aura lieu à Los Angeles, et pourquoi pas déplacer les prochains Jeux Olympiques qu'ils ont aussi prévus à Los Angeles, je vous le rappelle. Donc, bon, on peut dire que pour l'instant, c'est de la menace. Donald Trump, c'est pas sa première déclaration à l'emporte-pièce quand même. Oui, non, mais c'est sûr. Enfin bon, ça contribue pas à la sérénité avant l'organisation de ce mondial. Et en même temps, on se dit, bon, on a vu que c'est ton meilleur ami, c'était Infantino, donc on est relativement tranquille, ça ne se passera pas. Là, de ce point de vue-là, ça serait quand même assez étonnant de tout chambouler comme ça pour des mesures à la fois de sécurité, d'accès des supporters. Le tirage au sort est ce soir, et c'est ensuite demain que seront répartis les matchs en fonction des pays, et les horaires seront tirés au sort aussi demain. Ça se passe en 2 temps. D'accord. Donc entre eux, on le rappelle, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Différents horaires, parce que l'équipe de France regarde ça, parce que jouer au Mexique avec la chaleur l'été, c'est pas pareil que de jouer à Boston. Ouais, donc des arguments importants là-dessus. Ouais, donc ça, c'est le pur hasard qui va le
le décider. C'est un tirage au sort. Oui, d'accord, très bien. Donc, sur ce plan-là, effectivement, on se dit que non, il ne mettra pas cette menace à exécution quand même, Donald Trump. Mais après, comme vous l'avez dit, Donald Trump quand même est imprévisible. Est imprévisible et voilà, aime des fois sortir un petit peu ce genre de choses à l'emporte-pièce. Tout a été organisé, ça paraît très compliqué comme ça du jour au lendemain de dire à Los Angeles de ne plus recevoir de matchs ou Atlanta. Donc non, normalement ça devrait pas bouger. Ronan Evin, un dernier mot. Bon, c'est quand même un grand moment ce soir ce qui se passe. On va savoir face à qui la France va se retrouver parce que un tout petit mot quand même du côté sportif. On imagine que vous qui êtes fan de foot, vous attendez ça avec beaucoup d'impatience. Ah, bien sûr, ça reste le plus beau tournoi au monde. Malheureusement, il est entaché par un certain nombre de contingences et les supporters qui vont se déplacer auront du mal à profiter du tirage au sort sans penser à leur compte en banque ou leur sécurité. Ouais. Mais ça reste le plus grand tournoi au monde et évidemment que c'est excitant. Allez, on vous remercie beaucoup tous les quatre de nous avoir donné ce premier aperçu de cette Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant sur France Info pour prendre des nouvelles de notre budget de la Sécu. Oui, il a échappé au pire hier. Est-ce qu'il est sauvé ou pas? On se rend à l'Assemblée dans un instant.